Madame la maire, Monsieur le préfet de région, Monsieur le directeur général de l'ARS, Monsieur le recteur. Nous nous engageons dans une nouvelle étape de cette lutte contre l'épidémie de Covid dans la capitale. Une étape certes importante, mais une étape d'un long chemin que nous avons collectivement entrepris déjà depuis 10 mois. Ce chemin, il a été tracé avec les personnes ici présentes, dont je ne rappellerai pas le rôle essentiel, mais je veux les saluer en particulier, vous, Madame la maire de Paris, à la fois à la tête d'une grande administration, mais également le principal acteur parisien de l'animation de notre ville. Chacun a ses responsabilités. Nous les avons différentes les uns des autres, mais nous sommes dans le même état d'esprit, être à la hauteur de ces défis que pose cette pandémie à l'ensemble des décideurs publics. Je disais plusieurs étapes sur ce chemin, car cela a été le cas. D'abord, il y a eu les premières mesures pour endiguer le début de l'épidémie. Elles ont été prises dans les aéroports pour gagner de précieuses semaines qui nous ont été utiles ensuite pour nous préparer nos hôpitaux, préparer notre société. Une fois l'épidémie malheureusement installée, nous avons dû, du fait de sa croissance exponentielle, mettre en place un confinement sous l'égide bien évidemment du président de la République et du gouvernement pour permettre un coup d'arrêt massif à la circulation du virus. Ce confinement, je le rappelle, et je ne le rappellerai jamais assez, a permis de prendre en charge tous les malades qui en avaient besoin dans les zones les plus touchées. Paris en faisant partie. Cela nous a permis de faire des évacuations sanitaires, mais également de compter sur les renforts de nombreux soignants venant de province qui ont aidé nos hôpitaux. C'est grâce à ce coup d'arrêt de l'épidémie que le gouvernement a pu envisager un déconfinement progressifs, adaptés aux réalités du terrain et à celui des connaissances scientifiques. Et au cours de l'ensemble de ces périodes, et en particulier du déconfinement, il y a eu des adaptations. Et je veux dire que tout cela est tout à fait normal. Des adaptations allant dans le sens d'une plus grande souplesse des activités économiques au fur et à mesure de la consolidation des protocoles sanitaires améliorés petit à petit. Des restrictions sur les marchés ont été ainsi supprimées progressivement, sur les centres commerciaux, les foires, les salons, les événements de voie publique. Des adaptations également allant dans le sens d'un resserrement des contraintes sanitaires dans le champ des activités sociales au vu de la dégradation des indicateurs de l'été. J'ai donc ainsi pris un premier arrêté obligeant à porter le masque sur certains espaces de Paris et puis dans un deuxième temps le généralisant sur l'ensemble de la capitale. À chaque fois, ces décisions ont été prises sur la base d'indicateurs sanitaires, c'est-à-dire de données scientifiques et en collégialité. J'assume parfaitement mes responsabilités. C'est moi qui ai pris ces mesures et je l'ai fait en raison des pouvoirs qui me sont en la matière confiés dans la gestion de Paris. Mais je crois important de rappeler que ces mesures l'ont été car elles ont été élaborées à partir des constats de terrain. C'est sur le terrain, dans les relations avec la mairie, avec les élus et les échanges avec le monde socio-économique que ces décisions ont pu être influencées et modifiées. Parfois, vous avez été étonné que des adaptations surviennent, mais c'est le résultat de ce travail, de cette élaboration collégiale. C'est la méthode que le président de la République a voulu engager, appeler de façon peut-être un peu rapide le couple maire-préfet, mais c'est en tout état de cause le résultat de ce travail de terrain. Ce matin, nous franchissons une nouvelle étape. De la même façon que nous l'avons fait au cours de ces 10 derniers mois. Tout cela est normal, c'est la preuve que nous nous adaptons sans cesse à la réalité de l'épidémie, à la réalité du virus, et qu'il faut en permanence trouver cet équilibre entre la préservation de la santé de nos concitoyens et la réalité et les nécessités de la continuité de la vie économique et sociale. Les mesures que je vais détailler tout à l'heure, après que le préfet de région ait dit un mot ainsi que le directeur général de l'ARS qui nous feront le point sur la pandémie, sont des mesures de freinage parce que l'épidémie va trop vite.
Il faut freiner maintenant avant que notre système de soins ne soit débordé. Les chiffres vont vous le démontrer assez facilement. Et il faut surtout le faire en évitant de fracasser notre pays. Il ne s'agit pas de stop and go, il s'agit tout simplement d'une réduction maîtrisée des choses pour permettre ensuite une reprise la plus rapide possible. Les mesures vont être prises pour les 15 jours qui viennent, avec une réévaluation à l'issue de ces 15 jours pour voir si nous reconduisons ou non un certain nombre de mesures, si nous les infléchissons, si nous les faisons évoluer. C'est un processus logique, lisible, encore une fois qui sera fait dans le cadre de cette concertation, de cette collégialité de terrain que j'évoquais à l'instant, pour les évaluer. Je souhaite que ce processus ait lieu dans la plus parfaite transparence, comme il l'a été jusqu'à présent. Nous le devons aux Parisiens, et c'est pour cela que les bonnes ou les mauvaises nouvelles seront absolument partagées et discutées. C'est un processus dans lequel il ne s'agit pas uniquement de constater la situation sanitaire, de prendre des mesures d'interdiction, mais aussi de profiter de ce temps-là pour élaborer de nouvelles défenses plus solides face au virus, avec des protocoles sanitaires plus élaborés, des évolutions des protocoles existants sur les avancées scientifiques qui peuvent se faire. Je rappelle à cet égard que contrairement au début de l'épidémie, nous avons désormais de nouvelles armes. Elles sont parfois gaussées, mais en tout état de cause, nous avons des masques en grande quantité, un nombre de tests hebdomadaires parmi les plus élevés du monde, de nouveaux traitements, des plateformes de traçage des cas contacts. Bref, nous améliorons chaque jour nos performances, même si cela n'est peut-être parfois pas suffisant, mais la perspective est là. Nous n'offrons pas simplement un empilement de mesures administratives toujours plus contraignantes, mais un contrat avec les Parisiens, dans lequel toutes les parties élèvent progressivement les remparts contre le virus. Le président de la République l'a dit, nous devons apprendre à vivre avec ce virus, et cette mission, elle ne repose pas uniquement sur les épaules des décideurs publics que nous sommes ici, mais elle repose également sur l'action, l'attitude de chacun. C'est très simple. Porter le masque, réduire ses fréquentations sociales à un cercle plus restreint, se laver les mains, ces comportements simples, basiques, suffisent déjà à assurer une défense efficace pour soi-même et pour les autres. Je ne veux pas être plus long avant de passer la parole au préfet de région, mais simplement, le préfet de police que je suis veut adresser un grand remerciement aux Parisiens, un grand remerciement aux acteurs économiques, bref à tous ceux qui ont contribué jusqu'à présent à nous aider dans les défenses mises en place. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Un mot du préfet de région, le directeur général de l'ARS. Ensuite, je présenterai l'ensemble des mesures qui seront déclinées dans chacune de leurs secteurs par le directeur général de l'ARS pour les EHPAD et par le recteur d'académie pour ce qui concerne les universités. Monsieur le préfet de région. Monsieur le préfet de police, Madame la maire, chers amis, dans la lutte contre la pandémie, et sans revenir sur la phase de mars à août dont a reparlé le préfet de police, les services de l'État en Île-de-France ont depuis le début du mois de septembre tenu des réunions régulières pour partager l'information sur l'évolution de la pandémie, son aggravation et les mesures prises pour s'adapter à la situation. Des réunions avec les élus, notamment avec ceux de la ville de Paris, avec les acteurs économiques et sociaux au niveau de la région, au niveau des départements de celle-ci. Cette concertation, ces réunions avec les acteurs économiques ont aussi eu pour objet de favoriser le recours au télétravail et l'étalement des horaires de travail. C'est l'objet du protocole que nous avons rendu public à la mi-septembre. Avec le classement de Paris et des 3 départements de la Petite Couronne en zone écarlate, ce besoin de communication est encore plus impérieux. C'est l'objet de cette conférence de presse où le directeur général de l'ARS nous fera donc le point sur le dernier état de la situation. Et puis, comme l'a dit le préfet de police, il reviendra sur les mesures de police administrative, le DG de l'ARS sur les mesures dans les EHPAD et le recteur sur les mesures dans les universités. Sans vouloir être plus long, il convient bien sûr de se dire que nous devrons faire le point sur l'impact de ces mesures et de refaire, comme le Premier ministre l'a indiqué, un point sous 15 jours de cette situation. Très simplement, il en va de la compréhension par nos concitoyens des mesures prises et donc de leur acceptation de celles-ci.
Monsieur le préfet de police, monsieur le préfet de la région d'Île-de-France, madame la maire, monsieur le recteur, les chiffres confirment aujourd'hui à Paris en petite couronne le dépassement des seuils d'alerte qui justifient le classement de la plaque parisienne en zone d'alerte maximale. Depuis le 28 septembre, quand on reconstitue les chiffres, puisqu'on a toujours un délai pour obtenir les chiffres stabilisés, le taux d'incidence est supérieur à 260 pour 100 000 habitants à Paris. Il est, pour illustrer, au-dessus de 500 pour la catégorie des 20-30 ans, catégorie dans laquelle le virus circule le plus activement. En petite couronne, ce taux approche des 200 et poursuit une tendance à la hausse, en particulier dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne. Pour les plus de 65 ans, le taux d'incidence est aujourd'hui supérieur à 110 pour 100 000 habitants à Paris et ce taux a dépassé les 100 dans 2 des 3 départements de la petite couronne. Enfin, et c'est le point le plus important, le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid a franchi hier le taux de 36%. Pourquoi une approche Paris-Petite Couronne ? Pour le coup, et le préfet de police l'a indiqué, nous avons appris depuis le début de cette épidémie et nous avons notamment appris que les chiffres parisiens sont suivis très rapidement, en quelques jours ou en quelques semaines, par les chiffres en petite couronne. La densité de population, les échanges journaliers pour le travail ou pour les loisirs justifient cette unité de la plaque parisienne. Et par ailleurs, nous avons une gestion des lits de réanimation qui est une gestion à l'échelle régionale, car si nous renvoyons chaque département à sa capacité en réanimation, nous serions en fait dans une sorte d'accélération des inégalités. Donc le premier point, c'est que nous sommes à Paris au-dessus des 3 critères et ces données sont confirmées depuis que le ministre de la Santé et des Solidarités s'est exprimé jeudi. Nous avons souhaité vérifier ces données et nous pouvons aujourd'hui les confirmer. Deuxième élément sur la situation sanitaire, nous avons chaque jour en Île-de-France en moyenne 3500 nouveaux cas confirmés avec des pics. Lundi de la semaine dernière, nous avons eu 5900 cas. C'est 3,5 fois de plus qu'il y a un mois. Et ces nouveaux cas s'illustrent notamment dans des clusters. Aujourd'hui, 203 clusters sont actifs en Île-de-France, c'est-à-dire qu'il y a 3 cas de Covid confirmés sur lesquels l'Agence régionale de santé mène une enquête pour limiter le foyer de contamination. Ces clusters, ils sont pour un peu moins de 40% dans le milieu scolaire et universitaire, 26% dans le milieu professionnel et 10% dans des rassemblements privés, ce chiffre ayant doublé depuis la rentrée. Je précise sur ce point que ces éléments doivent être confirmés et complétés plus exactement par des études, notamment pour identifier des foyers de contamination que nous n'arrivons pas forcément à remonter parce que les gens se sont contaminés en étant avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. On reviendra là-dessus notamment sur le risque que représentent les bars ou les grands rassemblements. Dernier point, l'impact sur le système hospitalier. Cet impact, il est aujourd'hui réel et il est chaque jour un peu plus fort. Je le disais, 36% des lits de réanimation de la région sont occupés par des patients Covid. C'est une hausse qui s'accélère de semaine en semaine. Au-delà des lits de réanimation, dans les lits d'hospitalisation conventionnelle, l'augmentation est forte là aussi. On a aujourd'hui en Île-de-France 2328 patients avec le Covid qui sont hospitalisés. Le nombre des patients entrants est en progression constante et nous retrouvons les chiffres que nous connaissions à la fin du mois de mai. Aujourd'hui, l'âge médian des patients est de 65 ans et notre enjeu principal est celui des ressources humaines. Nous sommes équipés en respirateurs, nous sommes équipés en médicaments, nous sommes équipés en équipement de protection individuelle pour les soignants, mais évidemment la tension sur les ressources humaines est extrêmement forte. C'est ce qui a conduit un certain nombre d'établissements à déprogrammer des activités chirurgicales pour récupérer des personnels pour venir armer les lits de réanimation.
Certains établissements l'ont fait dès la semaine dernière avec des déprogrammations qui vont jusqu'à 20% des activités. Déprogrammation, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quelquefois on a tendance à voir dans ce mot juste un élément de gestion. Déprogrammation, ça veut dire notamment reporter une opération, une prothèse de la hanche ou du genou, comme c'est fait dans de nombreux établissements. Et quelquefois, ces personnes ont déjà vu ces opérations déprogrammées au printemps. Donc ce sont des situations très concrètes qui pèsent sur la vie des gens. On n'est pas dans une situation simplement d'adaptation et de faire face à une légère pression. La pression est forte. Et nous savons ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. Nous savons que nous arriverons autour de 50% de lits de réanimation occupés par des patients Covid. C'est tout l'enjeu de freiner cette progression. Dernier point sur la situation. Nous savons, le préfet de police l'a redit, on connaît les outils pour freiner cette progression. La distanciation physique et sociale, la réduction de ces interactions sociales et aussi ça a été rappelé hier et par le Premier ministre et par la ministre de l'Emploi et du Travail, le recours au télétravail qui doit être encouragé dans la région Île-de-France pour limiter les interactions. Parce qu'on sait, je l'ai dit tout à l'heure, que le milieu professionnel est encore un lieu fort de contamination malgré le port du masque qui pourtant réduit ces interactions. Voilà ce que je pouvais dire sur le point, monsieur le préfet de police. Merci, monsieur le directeur général. J'en viens donc maintenant aux mesures qui vont être prises à partir de demain et jusqu'au lundi 19 octobre inclus. L'arrêté qui sert de support à ces mesures sera publié immédiatement après cet exposé, cette conférence de presse, et une foire aux questions sera d'ailleurs disponible sur le site de la préfecture de police, car bien évidemment, tout cela pose toute une série d'interrogations légitimes auxquelles il faut répondre dans le détail. Les mesures qui sont prises peuvent se résumer en 3 axes. D'abord, limiter les grands rassemblements et prévenir le brassage de la population quand ce brassage n'est pas absolument nécessaire. Je reconduirai donc un certain nombre de mesures, d'ores et déjà en vigueur, mais que je rappelle. Il s'agit de l'interdiction des événements rassemblant plus de 1000 personnes en même temps, cette jauge de 1000 ne comprenant pas les personnels de sécurité ou une organisation d'un événement. Il s'agit également de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique. J'insiste sur cette notion de voie publique, cette règle ne s'applique pas à l'intérieur des commerces, des entreprises, des administrations, etc. Il y a aussi quelques exceptions à cette règle de limitation, d'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Les manifestations revendicatives, au nom de la liberté fondamentale de s'exprimer et de manifester ses opinions, pourront bien évidemment se produire. Mais également pourront se produire les cérémonies funéraires dans les cimetières, chacun devant pouvoir se recueillir dans ces moments terribles. Les marchés restent aussi ouverts, comme précédemment. Les rassemblements professionnels, comme les tournages, les visites guidées, les chantiers de voie publique, je crois utile de le préciser, quelquefois la question est posée, seront bien évidemment maintenus. Les distributions alimentaires, l'aide aux plus vulnérables, les barnums de dépistage de la Covid seront aussi autorisés, la limitation à 10 personnes s'appliquant sur les autres cas. Je précise également, parce que la question m'a également été de nombreuses fois posée, les files d'attente sur la voie publique, pour une raison X ou Y, peu importe, sont bien sûr possibles. Il faut avoir une certaine distanciation en la matière, mais elles ne sont pas considérées comme un rassemblement. Ensuite, je prends toute une série d'autres mesures qui, comme je le disais précédemment, visent, au-delà des rassemblements, à interdire ou limiter les activités à risque ou limiter des activités qui rassemblent un grand nombre de personnes au même endroit sans que ces rassemblements soient absolument indispensables. À compter donc de demain, tous les bars devront être fermés. Les restaurants, que l'on définit comme étant des établissements dont l'activité principale est la vente de repas, c'est une discussion qui se produit avec les fédérations professionnelles à ce moment, pourront rester ouverts à leurs horaires habituels
sous réserve du strict respect d'un nouveau protocole sanitaire validé par le Haut Conseil de santé publique. Ce protocole sera détaillé dans la journée, il fera l'objet d'un arrêté complémentaire de ma part dès lors qu'il aura été définitivement acté. La vente à emporter d'alcool et la consommation d'alcool sur la voie publique restent interdits à compter de 22 heures, ainsi que la diffusion de musique amplifiée, et cela sur la voie publique, et cela pour éviter les regroupements sur la voie publique, pour éviter toute pratique festive dans cet espace public. Par ailleurs, j'interdis explicitement les soirées étudiantes et tout type de rassemblements festifs ou familiaux dans les établissements recevant du public. Cela ne vise pas, bien sûr, les lieux privés, mais simplement ces ERP. Les cérémonies de mariage peuvent bien évidemment avoir lieu dans les mairies ou dans les lieux de culte, mais les fêtes de mariage dans les ERP ne sont pas autorisées. En effet, nous avons constaté de nombreuses contaminations dans ce type d'événements. Les clubs de jeu, salles de danse, salles de jeu seront également fermés au public, ces lieux festifs étant également propices à des brassages de population, souvent avec consommation d'alcool. Pour éviter des regroupements massifs de population, j'ai également pris la décision de fermer les foires et salons, parcs expositions, et les événements se tenant sous de grandes tentes, qu'on appelle dans notre jargon des CTS, chapiteaux, tentes et structures. En pratique, cela veut dire que les congrès, salons professionnels, représentations de cirque sous chapiteaux ne pourront se tenir dans les 15 prochains jours. Je rappelle d'ailleurs que j'ai interdit précédemment des congrès médicaux de professionnels de santé, qu'il n'aurait pas été raisonnable de laisser se produire dans la situation actuelle. S'agissant des activités sportives, les gymnases, salles polyvalentes, piscines seront désormais fermés à tout type d'activités. Mais en accord et à la demande du maire de Paris, parce que nous entrons dans une période de vacances scolaires, nous avons souhaité que ces espaces puissent continuer à accueillir des mineurs, que ce soit dans un cadre scolaire, associatif ou privé. L'idée étant de permettre aux enfants et aux jeunes adolescents de pouvoir continuer à pratiquer un sport ou toute autre activité dans ces locaux. Les clubs de sport, clubs de fitness resteront fermés également. Je le repréciserai dans l'arrêté qui sera publié dans quelques minutes, de manière à ce que les choses soient parfaitement claires par rapport à ces pratiques sportives qui peuvent représenter également des foyers de contamination. Les données sanitaires ayant évolué en la matière, je renouvelle donc explicitement cette fermeture sur ces clubs de sport et de fitness. Toujours en relation avec la mairie de Paris et pour permettre aux Parisiens qui vivent dans une des villes les plus denses du monde, pour leur permettre de profiter des espaces extérieurs où le risque de contamination est moindre, j'ai décidé que tous les équipements de plein air, les stades, les terrains d'entraînement physique, pourront rester ouverts à condition de rassembler moins de 1000 personnes ou 50% de leur capacité maximum si elle est inférieure à ce chiffre de 1000 personnes. Cette règle, qui s'appliquera aussi bien aux établissements de quartier qu'aux équipements de haut niveau, permettra à des tournois sportifs de se poursuivre dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Je pense en particulier à Roland-Garros, où tous les matchs de football ou de rugby qui vont dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pouvoir, sous cette double condition de 1000 ou de 50%, pouvoir se réaliser. S'agissant des activités commerciales, le choix a été fait d'encadrer plus strictement le nombre de personnes pouvant se croiser dans les grands centres commerciaux, les grands magasins. Comme ils ont des caractéristiques et des tailles très différentes, mettre une jauge fixe n'avait pas de sens, c'est-à-dire plafonner en disant c'est X milliers de personnes, n'avait pas de sens. Comme ils ont ces caractéristiques différentes, l'arrêté prévoit donc que ces établissements devront accueillir au maximum un client pour 4 mètres carrés, c'est-à-dire une stricte application de la densité prévue dans les protocoles sanitaires qui ont été en la matière largement éprouvés. Je sais pour en avoir souvent parlé avec les représentants de ces activités
Ces règles sont jusqu'à présent assez globalement respectées et la réduction de cette surface de 1 client par 4 mètres carrés permettra de garantir, avec ce respect, une bonne vitalité économique absolument nécessaire. Pour le reste, le directeur général de l'ARS et le recteur vous présenteront les mesures dans quelques secondes spécifiques aux EHPAD et aux établissements universitaires. Mais je voudrais, avant de leur céder à nouveau la parole, préciser que par construction, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et je voudrais rappeler ce qu'il est en la matière. Les lieux culturels, comme les théâtres, les cinémas, les musées, seront ouverts en continuant à appliquer strictement les protocoles assez sévères qui d'ores et déjà ont été mis en place. L'activité des entreprises, des administrations devra être encouragée en matière de télétravail, mais continuera à fonctionner comme par le passé. Les services de transport, pour lesquels le choix a été fait de continuer à miser sur une incitation de tous ceux qui le peuvent à utiliser d'autres moyens, je sais que vous y êtes très attachée, Madame la maire, bien évidemment, ces services de transport continueront à fonctionner. Pour l'application de toutes les mesures restrictives, j'ai bien évidemment donné instruction à l'ensemble des services de police placés sous mon autorité de contrôler les établissements. Je ne parle pas de verbalisation, elles vont de soi. Par contre, je serai et nous serons implacables pour ceux qui veulent en permanence contourner la règle. Ils sont très très peu nombreux. Malheureusement, ils existent et cela m'arrive encore de fermer un certain nombre d'établissements, mais je suis convaincu que ces règles s'appliqueront sans ces mesures restrictives. Voilà ce que je voulais préciser, Monsieur le Directeur général de l'ARS, pour ce qui concerne les EHPAD. Merci. 115 EHPAD de la région sur les 700 qui existent en Île-de-France connaissent un épisode actif de présence du Covid avec au moins une personne malade. Au vu de la situation épidémique et de sa reprise depuis le début du mois de septembre, l'Agence régionale de santé avait formulé des recommandations aux directeurs d'établissement. Aujourd'hui, ces mesures doivent être systématisées et généralisées. Il s'agit, comme le préfet de police vient de l'exposer dans un champ plus large, à la fois de garantir la protection sanitaire des personnels et des résidents. Personne ne nous pardonnerait de ne pas être au rendez-vous sur ce point-là, tout en préservant au maximum le lien social avec les familles et les proches pour éviter l'isolement, mais aussi en limitant les cas de confinement en chambre à des situations exceptionnelles. Là aussi, il faut le dire, nous avons appris de la première vague de l'épidémie et nous essayons de développer une approche plus graduée. De ce fait, les visites seront autorisées, mais uniquement sur rendez-vous, avec 2 personnes maximum, si possible dans un espace dédié, comme le font aujourd'hui beaucoup d'EHPAD. Justement pour garantir l'effectivité de cette possibilité de visite, il est demandé aux établissements de garantir cette possibilité de rendez-vous, y compris le week-end, y compris hors des horaires de journée, pour que les personnes qui travaillent puissent aller voir leur famille. Par contre, j'ai demandé au directeur de suspendre les visites en cas de non-respect des mesures barrières par les visiteurs. C'est aujourd'hui, là aussi, une réalité qui n'est pas la plus fréquente, mais qui existe, et là-dessus, l'exemplarité doit être respectée. Nous devrons suspendre les sorties collectives et inciter à limiter les sorties individuelles et à limiter aussi les sorties vers la famille. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai évoqué, ce chiffre de plus de 500 d'incidence chez les 20-30 ans fait courir un risque. Mais là encore, il ne s'agit pas de mesures couperées et les médecins, notamment les médecins coordonnateurs d'EHPAD, doivent être à même de juger pour calibrer le plus justement possible pour qu'on ne bascule pas dans cet isolement qui lui aussi tue. J'ai demandé aux établissements de fermer les accueils de jour qui n'ont pas d'entrée séparée avec les EHPAD pour que les flux ne se croisent pas, tout en proposant des solutions de répit aux personnes et à leurs aidants en s'organisant différemment. Là aussi, derrière cette affirmation générale, et vous le savez, pour ceux qui fréquentent ces établissements, un EHPAD ne ressemble pas à un autre et il y a toujours cette question de comment on s'organise concrètement dans les lieux.
Mais globalement, nous devons préserver l'accès aux aidants, dont c'est la journée demain, tout en vérifiant que ça n'est pas un risque sanitaire. Nous engagerons le dépistage préventif de tous les professionnels en se tenant le plus possible à une périodicité de 14 jours. Nous lançons à partir d'aujourd'hui une série de tests antigéniques dans 10 EHPAD de chaque département de la région pour vérifier l'efficacité de cette solution, ce qui fait 80 EHPAD en Île-de-France qui vont tester ce protocole. Ça, ce sont les critères généraux. Évidemment, dès qu'un cas survient, évidemment a fortiori si c'est plus d'un cas, nous devrons mettre en place des mesures plus restrictives le temps que la situation soit maîtrisée et un temps strictement proportionné, éventuellement avec des suspensions temporaires de visite, évidemment avec des dépistages PCR de tous les agents et résidents, avec l'activation d'une unité Covid dédiée aux malades. C'est très important pour éviter, là encore, le confinement en chambre et permettre aux personnes, même si dans une unité dédiée Covid, de pouvoir continuer à avoir une sociabilité. Et toujours, en cas de situation, on pourra aller à la fermeture des accueils de jour rattachés à l'EHPAD. Encore une fois, ces cas-là sont gérés par les établissements en lien avec l'Agence régionale de santé pour mettre en place le protocole qui va être le plus près de la situation donnée, avec un protocole qui, comme pour les mesures générales, est évalué et qui peut être levé dès lors que nous jugeons la situation maîtrisée. Et le mot d'ordre pour nous, c'est qu'aucune de ces situations ne doit conduire à un isolement, à un huis clos dans les EHPAD. Nous accompagnons tous les jours les établissements de la région pour décider et fixer avec eux les mesures de gestion. Merci. Merci, monsieur le recteur. Merci, monsieur le préfet de police, monsieur le préfet de région, madame la maire, monsieur le directeur général. Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des présidentes et présidents d'universités, directrices et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et toute la communauté universitaire. En effet, face à une situation inédite, tous se sont mobilisés pour assurer la rentrée et chacun a su s'adapter. Les chiffres témoignent d'ailleurs de cette mobilisation. Si l'on regarde les chiffres cumulés depuis le début de septembre en Île-de-France, parmi les étudiants, nous avons 796 cas confirmés et parmi les personnels, 144 cas. Et je vous rappelle que pour toute l'Île-de-France, nous parlons de 705 000 étudiants et de près de 52 000 personnels. Mais surtout, et ce qui est à noter, c'est que les chiffres sont en baisse. Après une série de clusters qui ont frappé les esprits, la majorité des cas de contamination a d'ailleurs eu lieu dans la sphère privée et avant la rentrée. Je pense à Polytechnique qui a été obligé de mettre tous ses étudiants en distanciel et à Sciences Po qui a fait de même pour une part importante de ses étudiants. Vendredi 1er octobre, nous décomptions 60 cas positifs, 55 étudiants et 5 personnels confirmés pour toute l'Île-de-France. Cela montre une baisse significative et une efficacité des organisations qui ont été mises en place. La ministre nous a assigné un objectif qui est d'assurer une rentrée universitaire, entre guillemets, la plus normale possible. Cette rentrée, nous l'avons donc anticipée en lien étroit avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cela a signifié que pendant l'été, il y a eu un dialogue constant entre le ministère, le rectorat, les autorités sanitaires et les établissements. Le ministère a envoyé plusieurs circulaires. La dernière date du 7 septembre. Elle introduit, vous le savez, le port obligatoire du masque partout et elle présente un cadre d'organisation des enseignements en plusieurs niveaux possibles, que ce soit un présentiel jusqu'ici avec une vigilance sanitaire renforcée, jusqu'à une activité qui peut être organisée uniquement en mode à distance. Les établissements du supérieur ont donc anticipé la situation sanitaire dans laquelle nous nous retrouvons. Dès la rentrée, il y a eu des aménagements en fonction des publics, des lieux, des surfaces. De nombreux établissements ont déjà adopté leur organisation avec une part de cours à distance. Et plusieurs universités ont systématisé la réduction de leur capacité d'accueil à 50%. Cependant, et je tiens à le rappeler et à le souligner, une part de présence en cours est indispensable pour éviter que nos étudiants ne décrochent.
N'oublions pas que les étudiants, comme les néo-bacheliers, ne se sont pas rendus en cours pendant près de 6 mois. Et pour s'adapter aux méthodes de l'enseignement supérieur, il faut une part de cours à distance. À partir de demain, donc, dans tous les lieux, salles de cours, amphithéâtres, réfectoires, la capacité d'accueil sera limitée à 50% pour prendre en compte la situation sanitaire parisienne. Chacun s'y est préparé et le comprend. Pour conclure, je dirais que le rectorat suit quotidiennement l'évolution sanitaire et la déclinaison concrète des mesures à mettre en œuvre. La majorité des établissements, je le répète, ont déjà adopté des formats hybrides et des déjauges de 50%. Mais l'enjeu principal pour la communauté universitaire, c'est adapter son organisation pédagogique pour répondre à l'urgence sanitaire, bien sûr, mais aussi permettre aux étudiants de garder un contact réel avec leurs enseignants pour éviter un décrochage massif qui toucherait d'abord les étudiants les plus fragiles socialement et psychologiquement. Comme vous le voyez, nous sommes collectivement préparés au scénario qui se met en place demain. Je vous remercie. Merci. Madame la maire. Merci beaucoup, monsieur le préfet de police, monsieur le préfet de région, monsieur le directeur général de l'ARS et monsieur le recteur. Nous avons tous conscience que nous entrons dans une phase nouvelle parce que, évidemment, ce virus est là durablement, percute nos vies et que nous devons, et c'est le sens de cette réunion et de cette conférence commune, travailler tous ensemble, d'abord pour protéger les plus fragiles, cela a été dit, en mettant en place tous les dispositifs. Je pense bien sûr aux EHPAD, mais aussi à toutes les personnes âgées à domicile, à toutes les personnes en situation de handicap et aussi à toutes les personnes, nous le savons, qui parce que en situation de précarité, en situation d'isolement, sont aussi parmi les plus vulnérables. Donc protéger. Et ça, nous devons le faire ensemble, avec des mesures qui, bien sûr, pour un certain nombre, sont des mesures sanitaires, sont la base de ces mesures. Elles ont été exprimées par l'ARS. Il y a des mesures de police administrative pour permettre cette protection. Et puis, il y a aussi des mesures d'accompagnement social que la ville, évidemment, dans sa double qualité de ville et de département, a d'ores et déjà engagé, d'ailleurs, depuis la phase de confinement. Et puis, il y a un deuxième aspect que nous devons avoir absolument à l'esprit en permanence parce que cette situation est durable, c'est le fait que la vie puisse continuer à se déployer, certes pas tout à fait comme avant, mais que la vie démocratique, la vie économique, la vie culturelle, la vie sociale puisse bien sûr avoir aussi ces espaces, son rythme, qui sont absolument indispensables, on le sait. La crise sanitaire a des conséquences extrêmement dures, dramatiques pour beaucoup de familles, dramatiques sur l'activité économique de notre pays et de notre capitale, particulièrement touchée, puisque nous sommes une ville qui est, sur le plan économique, très dépendante de ces échanges internationaux. À partir du moment où une partie de ces échanges internationaux, et le tourisme en particulier, ou le tourisme d'affaires ne sont plus autorisés ou ne sont plus aussi possibles qu'auparavant, eh bien, nous avons une situation économique très dégradée. Donc, vivre avec et protéger. C'est ça, je crois, l'objectif que nous devons avoir. Très clairement, je pense, et je l'ai exprimé, et je remercie les autorités de l'État, et notamment le Premier ministre, d'avoir engagé ce travail très partenarial. Il nous faut être méthodique et dans les 15 jours qui viennent, à partir des décisions qui ont été prises par l'État, d'accompagner ces mesures pour pouvoir, dans 15 jours, être dans une situation qui soit meilleure du point de vue de la situation épidémiologique. Ça veut dire que la ville, évidemment, accompagnera. Et si un certain nombre de mesures qui sont des mesures, finalement, permettant l'ouverture des restaurants dans des conditions très particulières, c'est vrai, l'ouverture des espaces publics, je pense bien sûr aux stades, aux jardins, etc., et
un certain nombre d'activités. Pour que cela puisse être possible, la ville mettra absolument tous ses services en situation d'accompagner l'État pour que cette vie puisse être rendue possible. Ça veut dire mobiliser aussi ce qui sera notre future police municipale, donc nos équipes de prévention et de sécurité aux côtés des Parisiens, mais mobiliser aussi l'ensemble de nos équipes chargées notamment de l'accompagnement social des publics et notamment des plus fragiles. Il va nous falloir vivre de cette façon-là, travailler de façon méthodique. Ça veut dire que ce rendez-vous, nous l'aurons à nouveau dans 15 jours. Ça veut dire de la transparence totale sur l'évolution de l'épidémie. Ça veut dire aussi affiner la connaissance de cette épidémie et des publics les plus fragiles. Affiner aussi la façon dont les clusters identifiés jouent un rôle plus ou moins important dans la diffusion de l'épidémie et du virus. Donc ça veut dire pour nous aussi, côté ville et côté État, un travail quotidien, permanent, pour garantir à nos concitoyens, je parle ici bien sûr aux Parisiens et je sais que ces mesures s'appliquent aussi, cela a été dit, à la Petite Couronne, garantir la transparence, garantir l'accompagnement et garantir en permanence aussi des modalités qui nous permettent d'avoir cette vie économique, sociale, culturelle, démocratique dont nous avons, et sportive, dont nous avons absolument besoin. Donc la ville sera aux côtés de l'État et accompagnera ces mesures. Nous serons extrêmement vigilants, effectivement, à ce qu'il y ait toute cette transparence et que dans 15 jours, même s'il y aura des rendez-vous entre nous quotidiens, dans 15 jours, nous puissions sortir de cette situation et nous inscrire dans la durée. Je crois que c'est l'élément fondamental pour moi, nous inscrire dans la durée pour pouvoir nous adapter et on ne s'adaptera qu'avec ces éléments-là. Je voudrais dire 2 mots en conclusion. D'abord, un mot pour les acteurs économiques. Là aussi, évidemment, compte tenu des nouvelles mesures qui, pour certaines, vont bien sûr encore les impacter, nous serons aussi très vigilants et aux côtés de l'État pour qu'il y ait toutes les mesures d'accompagnement qui permettent du mieux possible d'éviter des fermetures, des licenciements et une situation économique qui est déjà extrêmement dégradée. Je le dis ici, on sera à leur côté et avec mes équipes, nous les réunirons aussi pour être vraiment à leur côté et travailler ensemble. Un mot sur l'hôpital et sur la situation que l'on observe aujourd'hui dans les hôpitaux. S'il nous faut être aussi méthodique et engagé et déterminé à l'instant où nous parlons d'une même voix ici à la préfecture de police de Paris, c'est parce qu'il faut effectivement faire en sorte que la pression sur les hôpitaux soit moindre et nous savons qu'il faut absolument éviter d'abord la surcharge et deuxièmement évidemment les déprogrammations des opérations qui ne sont pas liées au Covid. Pour cela, bien sûr, j'apporte tout mon soutien et vraiment mon soutien et mon affection au personnel des hôpitaux publics. Je leur dis que nous sommes vraiment à leur côté. Il y aura aussi un conseil de surveillance de la PHP à la fin de cette semaine où nous aurons l'occasion de reparler de leur situation et de faire en sorte que toutes les solutions permettant d'améliorer leur situation et leurs conditions de travail dans cette phase complexe soient trouvées. En tous les cas, je m'y engage là aussi très clairement avec beaucoup de détermination. Et je pense que sur cet aspect des choses, il nous faut, et ce sera un des rôles que nous assumerons au niveau de la ville, que nous travaillions de façon extrêmement ouverte avec l'ensemble des professionnels de santé. Je pense bien sûr aux médecins libéraux, aux infirmières libérales, aux pharmaciens, et bien sûr à tous nos centres de santé, les maisons que nous avons aussi médicalisées qui permettent d'accueillir les Parisiennes et les Parisiens. Nous devons travailler en réseau à l'échelle d'un territoire le plus fin possible et c'est ce que nous allons aussi poursuivre, mais de façon encore plus méthodique pendant les 15 jours qui viennent pour pouvoir revenir dans 15 jours avec, je l'espère, des bonnes nouvelles sur le front
de l'épidémie. Je vous remercie.